Du coup, merci d'être venu. On va parler de la recette ultime pour foirer son time to market. Alors, c'est pas un titre très racoleur, j'en conviens, mais normalement, on devrait passer un bon moment ensemble. Petite question, qui ici est DSI ou CTO? Qui ici est lead développeur, architecte? Ok. Développeur? QA? UX, UI? Personne? Ah si, il y en avait un. Ok, c'est bon. Il y aura un sujet pour toi. Du coup, moi je m'appelle François-Guillaume Ribro. Je suis actuellement le cofondateur et CEO de Cloud.im. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Cloud.im? Ah, c'est cool. Du coup, on fait du Keycloak en managé. Donc Keycloak est une solution open source de gestion des accès et de l'identité. Si vous voulez avoir l'équivalent de France Connect pour votre entreprise, du coup, vous pouvez venir chez nous. Et on fait l'infogérance là-dessus. En parallèle de ça, je suis fondateur d'un collectif de freelance full stack à 360 degrés, on y reviendra, qui s'appelle No Bullshit Tech Engineers, où on traite deux sujets, la dette technique, quand les entreprises ont fait venir un peu tout le monde et qu'ils n'ont pas réussi à gérer leur dette. Et le deuxième point, on transforme des outils internes en SaaS pour développer la rentabilité sur des entreprises. En parallèle de ça, j'ai créé un bouquin, bref. Et la deuxième ligne, c'est juste des SaaS. Donc si ça vous tente d'avoir des side projects, de faire ce qu'on appelle de l'indie hacking ou de lancer un SaaS, après cette conférence, je ne sais plus à quelle heure, mais vers midi, je crois, il y aura une deuxième con sur un retour d'expérience sur le SaaS ImageChart que je maintiens en indie hacker, c'est-à-dire tout seul. Et qu'est-ce que ça représente? Et il y a d'autres SaaS aussi sur lesquels je suis associé ou que je maintiens tout seul, qui sont présents ici. Notamment Xero d'ailleurs, qui fait du webhook as a service, développé en Rust, c'est open source, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et comme j'ai un peu de temps libre, du coup, j'accompagne aussi les entreprises ci-dessous pour la transformation, changer les équipes, les méthodos, etc. Bref, on en parlera un peu dans cet échange. Petit disclaimer. Il est long le disclaimer. La version courte, c'est... je vais juste vous demander d'ouvrir un peu les chakras parce que le discours que je vais tenir n'est pas celui qu'on entend majoritairement. C'est un retour d'expérience de ces quelques dizaines dernières années auprès d'entreprises, de start-up, de scale-up, de grands groupes, de services publics, que j'ai pu soit auditer, soit accompagner, soit placer des freelances là-bas ou gérer des équipes là-bas. L'objectif du talk, c'est de montrer qu'il y a d'autres voies possibles et donc de ne pas maintenir le statu quo, ce qui peut générer un peu de frustration à l'écoute de ce talk. J'ai rien à vous vendre. Et je termine par la citation de Sun Tzu que j'aime beaucoup, qui dit qu'il existe des périodes favorables et des jours propices pour allumer des incendies. L'idée, c'est qu'on essaie d'en allumer quelques-uns aujourd'hui. Quelques axiomes. Pour moi, la raison d'être d'une entreprise, c'est d'être rentable. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, parce qu'il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais à une soirée d'entrepreneurs à Nantes. Ils me disent, ah oui, il y a telle pépite là qui décolle à fond, c'est super, etc. Moi, je pose la question bête qui dit, l'entreprise est rentable. Et on me dit, non, c'est pas le sujet. Et souveraine sur son destin, on y reviendra. Le marché, l'usage des clients, c'est le réel. Dit autrement, tant que c'est pas en production, ça n'existe pas. Le réel est par essence chaotique. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas prédire. Il y a plein d'inconnus. Et même quand on pense avoir fait une super étude d'impact, il y a encore des inconnus. On a le droit d'accepter le fait que le réel soit chaotique. Et toujours dans cette idée, il est plus coûteux d'essayer de maîtriser les impacts de ses actions, que de s'appuyer sur des itérations agressives avec des risques maîtrisés. Là, l'idée, c'est qu'on soit tous d'accord là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, toute la suite du talk qui est basée là-dessus. Les roadmaps sont illusions car le réel est chaotique. Prévoir ce qui va se passer, on vous demande de prévoir ce qui va se passer sur les 3 prochains mois, et les mêmes personnes qui vous ont demandé de prévoir ce qui va se passer sur les 3 prochains mois vont être les premiers à casser ce qui a été prévu. Vous avez le droit de faire oui de la tête si vous êtes d'accord. Et le dernier point qui peut être aussi un peu touchy, c'est qu'un expert, pour moi, dans une entreprise, un expert ou une experte, il est là pour transmettre et être inutile à la fin. Sinon, il n'a pas son rôle. Pourquoi il est là depuis tant d'années? Donc, on va reprendre les bases. L'objectif du talk, c'est de dire comment on foire son time to market. Le time to market, c'est quoi? Une définition possible, c'est la durée entre l'identification d'un besoin ou d'une douleur, la conception et l'implémentation de cette réponse et la mise en marché.
La mise en marché, point très important, c'est je mets ça dans les mains du client final, je mets ça dans les mains de l'utilisateur final. C'est le monde réel, le marché. Ce qui fait que toutes les étapes d'avant, c'est pas le monde réel. C'est qu'on rappelle des bases, hein, mais... Du coup, entre le temps où on identifie une douleur et la mise en marché, il y a une certaine durée. L'objectif, c'est que cette durée-là soit la plus courte possible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a mis en marché, du coup, on a un retour du réel. Et ce retour du réel peut nous être utile pour identifier la douleur suivante. Et ça, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Et si on se la fait en anglais, on dit une feedback loop. Tant qu'on y est, moi, on m'a dit que l'agile, ça correspondait à plusieurs choses. Alors, ça veut tout et rien dire maintenant, mais du coup, pour partager un peu le même socle, l'idée de l'agile, c'est de s'adapter au mieux aux changements que le monde actuel impose. Et s'adapter dans le sens organisationnel, c'est pas que technique. Parce que le monde actuel, du coup, c'est du réel, il y a du chaos. Apporter le plus de valeur possible et le plus souvent possible. On est tous d'accord là-dessus ? Si vous faites non de la tête, je vais commencer à avoir des problèmes là. Le corollaire, c'est du coup, si je veux apporter le plus de valeur possible et le plus souvent possible, il faut que du coup que j'ai une répétabilité dans ce que je fais. Du coup, il faut que j'ai un contrôle dans ce cycle. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le maximum de contrôle en tant qu'être humain ? On internalise. On n'a pas de boîte noire dans chaque étape de ce cycle-là. On n'a pas d'intermédiaire dans chaque étape de ce cycle-là. On va toujours chercher à internaliser au maximum. C'est pour ça que les grandes boîtes, plus le temps passe, plus elles internalisent l'intégralité de leur chaîne de valeur. Et du coup, si on va jusqu'au bout, ça veut dire que tout ce qui va m'empêcher sur mon cycle, soit il va falloir que je le fluidifie, soit il va falloir le supprimer. Parce que du coup, c'est du déchet. Ça m'embête, je ne peux pas atteindre le réel assez rapidement. Au début, l'agile, si j'ai bien suivi l'histoire, c'était de se dire on va s'asseoir avec le client, on va identifier ses douleurs, on va essayer de trouver le chemin le plus court pour répondre à sa douleur, et si c'est un formulaire, ça sera un formulaire, et puis si c'est un Microsoft Access à l'époque, ça sera un Microsoft Access, et ça permettra de tester le réel. Ensuite, on aura du retour et on pourra continuer à développer. Maintenant, l'agile, c'est devenu un peu autre chose. Le lean, je continue, on tire la pelote de laine. Alors, qui a vu la présentation l'année dernière sur le retour sur le lean ? Ouais, il n'y en a pas quelques-uns. Okay. Du coup, cette slide, elle était pareille l'année dernière, ça n'a pas changé la définition. Le lean, c'est sur 8 heures que vous travaillez par jour. Posez-vous la question de c'est quoi la proportion du temps où vous allez réellement délivrer de la valeur pour le client final sur 8 heures travaillées par jour. Le Lean dit, et il disait déjà ça en 2003, puis après il y a le Lean Software Development de Mary Popendick qui est arrivé quelques années après, mais qui dit exactement la même chose, c'est que si vous regardez le travail que nous faisons sur une journée, c'est infinitésimal le temps où on délivre réellement de la valeur. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on en fait pour enlever tout ce déchet tout le reste du temps. L'extreme programming aussi nous dit c'est une méthode pour des petites, moyennes équipes pour créer du software de haute qualité qui est capable de s'adapter aux changements de requirement. C'est marrant parce que si vous lisez la phrase dans l'autre sens, les changements de requirement, c'est quoi ? C'est le monde réel. C'est un commercial qui vient et qui dit « Ah, j'ai vu pour la 3e fois un autre prospect, ils ont le même discours, il faut qu'on mette ça en place. » Ça, c'est le changement de direction qui arrive à la semaine ou à la journée. Du coup, on a besoin de s'adapter. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter facilement notre logiciel, notre produit ? Du coup, il faut du software de haute qualité. Ok, c'est quoi du software de haute qualité ? Le software de haute qualité, c'est avoir des tests, c'est avoir du découplage, avoir mis en place de l'architecture logicielle, pouvoir changer des connecteurs. On sent pointer le bout de l'architecture hexagonale là-dessus. Du coup, l'extreme programming, on a bien une douleur, et l'idée, c'est de faire le plus rapidement possible la mise en marché, avec quand même tout un ensemble d'étapes, il ne faut pas déconner. Si on résume, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de ce talk, après vous pouvez partir, c'est que si on fait un mix entre le lean et l'extreme programming, moi j'aime bien mixer les deux, j'appelle ça l'extrême lean, mais s'il n'y avait que 2 choses à retenir dès qu'on fait du software, pour moi, ça serait 1, je cherche constamment à réduire ma feedback loop, donc du coup le time to market, et on va voir toutes les manières de ne pas le faire dans ce talk. Et 2e point, c'est travailler sur un seul sujet à la fois et au bon moment. Parce que l'humain, en termes de context switching, il n'est pas bon. Blablabla, il y a plein de conséquences à ces principes-là, j'en parle pas. Hop. On va commencer maintenant sur la partie un peu fun, comment on foire sur time to market. Chapitre 1. Première étape, pour bien foirer son time to market, rajouter le maximum d'intermédiaires entre la douleur et la mise en marché. Donc on a ici un spectre entre la douleur et la mise en marché,
Et là, on est sur un angle qui est plutôt l'angle vu côté développement, avec la gestion du code source, la CI, CD, etc. L'ordre n'est pas tip-top, et puis c'est clairement pas exhaustif, on est d'accord. Ce qui est très intéressant, c'est que vous l'avez sans doute vécu, si vous modifiez du code source, vous envoyez ça sur une intégration continue, ça plante, là on est reparti pour revenir sur du code source. Normalement, on a tous vécu ça. C'est encore plus marrant quand c'est des étapes d'après sur le déploiement sur certains environnements et que c'est un intermédiaire qui gère ça. Parce que là, après, on peut rajouter des tickets, des réunions. C'est encore plus marrant quand vous gérez que les secrets sur vos environnements, on va dire, privés jusqu'à la staging. Alors, quoique la staging, on vous dit non, vous n'êtes pas assez adulte. Maintenant, c'est d'autres qui vont gérer ça. La staging et la prod, là, c'est d'autres personnes, une autre équipe, en dehors de votre équipe à vous. Et eux, ils vous disent « Ah ouais, mais attends, on n'a pas vu que tu avais ajouté celle secret-là, il faut que tu l'ajoutes aussi. » Ok. Et on applique ça un peu à tout. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que on avance un tout petit peu, puis après, on se refait toquer, puis on revient. Puis ça fait des allers-retours, et ça, c'est que sur un seul cycle. Ça, c'est la tête des devs, après. Du coup, le risque, et c'est un risque pour l'entreprise, parce que c'est très coûteux tout ça, c'est de faire des allers-retours entre les intermédiaires. On augmente le risque de déchets parce qu'il y a des choses qui ont été développées. Échec. Il y a des choses qui ont été développées qui vont devoir être modifiées, où il va manquer des choses, on aura fait des choses en trop, puis ensuite l'intermédiaire qui gère le CDN, qui n'est pas le même que celui qui gère le DNS, nous dit « Ah oui, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Ah oui, du coup, il faut que je change ma config parce qu'en fait, le DNS, c'est pas le bon. » Oui, alors il y a des trucs un peu violents. Un intermédiaire peut vous dire, et va sans doute vous dire, non mais là vous confondez charge et délai. Et vous allez dire, ah oui, en fait, bah oui, du coup on n'a pas le choix. De toute façon, c'est cet intermédiaire-là qui est sur notre cycle logiciel, on ne peut pas délivrer en prod. Donc du coup, bon, bah, on est pieds et mains liés. Vous vous souvenez de la définition d'une entreprise qui veut maîtriser son destin? On est pieds et mains liés. Et donc, bon, on va attendre en fait, sur cette étape du cycle. Moi, ce que j'observe, c'est qu'à qualité équivalente, une seule chose importe, c'est le délai pour atteindre le réel. Et on va le prouver après. En fait, la charge, quand on parle de charge et d'évaluation de charge, pour moi, je vois deux choses. C'est soit qu'on a quelque chose à vous vendre, et donc on va évaluer une charge, soit que mon organisation n'est pas concentrée sur ce qui importe, et comme elle fait plusieurs choses en même temps, bah du coup, il faut qu'on fasse des évaluations de charge, tu comprends, parce qu'on a besoin de prioriser. On y reviendra à ce sujet. Du coup, on n'a toujours pas commencé les développements. Là, on a mis plein d'intermédiaires. Donc c'est super, là. Du coup, on a bien ralenti tout le process. Mais, en même temps, il faut qu'on tienne un planning et une roadmap. On a un super exemple là-dessus, c'est la NASA, qui est plutôt un parallèle par rapport à ce qu'on fait en informatique, parce que ce n'est pas le même secteur d'activité, on est d'accord. La NASA, quand ils ont fait le Shuttle Challenger, dont vous connaissez peut-être la fin de l'histoire, en fait, quand on regarde, parce que ça a été énormément étudié, quand on regarde, l'objectif, c'était, il faut absolument qu'on soit capable de livrer le shuttle le plus rapidement possible, parce que l'année prochaine, on doit passer de 9 à 12 vols. Si on n'est pas capable de le faire, on n'aura pas les financements et on n'aura plus le budget. Alors du coup, on est bien d'accord que depuis le début, les dates magiques sur la roadmap, les dates sont magiques sur la roadmap, mais il fallait les tenir par les équipes, qui n'ont jamais été voilà, classique. Du coup, le top management, qu'est-ce qu'il fait? Pression sur les équipes et les sous-traitants. On a hâte de savoir la suite de cette histoire. Bien entendu, le réel arrive. Le réel, c'est quoi? C'est des inconnus. Et le réel dit, il y a un problème sur un joint torique. Donc il y a un sous-traitant qui dit, il y a un problème sur un joint torique. C'est normal, il est opérationnel, il est sur le terrain, il a les mains dedans, comme je pense qu'il y a eu plein de gifs sur le tas de Jurassic Park. Il a les mains dedans, donc il voit, il dit, j'ai un problème sur le joint torique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une remontée d'informations qui a été faite. Donc là, on peut se dire que ça se passe bien en termes de communication. Et après, ça arrive à la direction. Et la direction dit, bah non, il faut qu'on tienne les roadmaps qu'on a définis nous à notre niveau. Donc, on va faire une dérogation. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'en même temps, alors bon, les employés, comme d'habitude, eux, ils sont les mains dedans. Donc eux, ils voient que ça va dans le mur. Donc ils arrivent démotivés. Puis démotivés pour augmenter le time to market, ça aussi, ça marche très bien. Démotivons les employés de nos entreprises, ça marche super bien pour augmenter son time to market. Et ce qui est très marrant, c'est qu'entre les hauts directeurs qui disent on fait une dérogation, c'est pas grave, là, ce petit problème de sécurité, là, ça va passer quand même. Et en même temps, qui disent publiquement la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Donc on a une distinction entre le discours public et ce qui se passe en réalité. C'est parfait pour augmenter encore une fois la démotivation des équipes.
La mise en marché maintenant. Donc la navette, elle a décollé, ça a duré 73 secondes, ça doit vous rappeler des mises en production. Il y a une explosion, sauf qu'ils ne pouvaient pas faire de rollback sur le coup. Et ça a fait 7 morts. Alors là, vous dites, oui, bon d'accord, tu nous parles de la NASA, tu nous parles d'enjeux de sécurité. Alors ce qui est très marrant avec cette histoire-là, c'est que vous changez le mot sécurité par qualité, et vous avez à peu près la même histoire, sauf qu'il n'y a pas de mort à la fin. Oui, mais tu comprends, notre entreprise, c'est pas la NASA. Nous, on n'a pas de vie humaine en jeu. Nous, on fait juste des outils internes, soit pour un grand groupe, soit pour notre entreprise, soit on fait des services pour nos clients finaux. Moi, j'aime bien répondre à ce moment-là, ah bon ? C'est un exemple, je le pousse à l'extrême, mais c'est du vécu, donc je me permets de le partager. Pourquoi vous faites alors des réunions de planification à 3 mois avec vos équipes opérationnelles ? Pourquoi vous leur prenez du temps où ils vont se confronter au réel pour être plutôt sur un monde merveilleux de l'imaginaire et planifier à 3 mois des choses qui ne seront que partiellement ou très partiellement réalisées? Pourquoi vous demandez des estimations de chaque élément? On y reviendra. Pourquoi vos architectes, vos mentors, vos experts détaillent dans les tickets l'intégralité de ce qu'il veut faire pour que vos développeurs juniors ne soient que des exécutants? Pourquoi votre PI planning à 120 développeurs dans une seule salle est fait sur 2 jours? Pour moi, ça ressemble quand même pas mal à de la NASA. Ce qui est très intéressant, alors c'est quelques exemples vécus, mais tout ça, il y a une énorme création de déchets. Et on arrive au niveau de l'humanité, il y a eu 2-3 confs là-dessus, sur un besoin d'être beaucoup plus connecté avec le réel et essayer de faire le moins de déchets possible, parce que sinon on consomme beaucoup d'énergie, etc., etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et donc si je passe plus de temps à penser, etc., qu'à exécuter, ou à imaginer des choses qui ne seront jamais faites, du coup, en fait, il y a un vrai décalage, il y a un problème. Oui, mais tu comprends, maîtriser ses coûts, c'est estimer. Alors c'est super, parce qu'on a encore un parallèle avec la NASA, du coup. Bon, tout le monde connaît SpaceX et la NASA. La NASA, ils se disent, on ne peut pas se permettre d'échouer, car si on échoue, il y aura des pertes humaines et des destructions de satellites en millions de dollars. Et on fonctionne un peu comme Airbus, ou Airbus fonctionne un peu comme la NASA, on a plein d'intermédiaires. Ceux qui ont bossé chez Airbus confirmeront. Côté SpaceX, c'est l'inverse. Si la NASA, c'est safe, SpaceX, c'est du lean. SpaceX, on a une approche très itérative, on fait du dev to prod en continu. Dès qu'on a un rocket qui est good enough pour être mis sur la piste de lancement, on le lance, on le barre de capteurs, et on voit ce que le monde réel nous retourne. Ça doit vous rappeler des choses. Et SpaceX passe son temps à chercher à internaliser. Internaliser, ça veut dire ne pas envoyer de boîte noire, ne pas avoir de boîte noire dans ce que je suis en train de construire. Si j'utilise Kubernetes mais que j'ai pas lu le code source de Kubernetes, quand ça se met à bugger, comment je fais? Si j'ai pas lu le code source de Postgre, sur certaines parties en tout cas, et que ça commence à bugger, comment je fais? Vous connaissez la fameuse phrase qui dit si on met toute son intelligence à écrire du code, comme il faut 2 fois plus d'intelligence pour le débugger, bah du coup vous n'êtes pas capable de débugger le code que vous avez écrit. Fameuse phrase. Du coup, c'est là d'où il vient le problème d'internalisation. On a besoin de comprendre. Et quand on comprend, ça veut dire que les étapes qu'on avait bien cloisonnées avec des intermédiaires, on peut faire des passages, on peut fluidifier la chose. On peut faire des voitures en un seul bloc, plutôt que de faire plein de petits blocs. Et donc, la conclusion, c'est que pendant que SpaceX, lui, construit 10 Super Heavy, la NASA construit qu'un seul rocket SLS. Ça, c'est le ratio. Ça vous rappellera un peu les 10X Engineers aussi, qui a fait bad buzz sur Twitter, mais qui en réalité... Donc l'idée, c'est de se confronter au réel le plus souvent, et le réel, c'est la mise en marché, c'est la production. Moi, j'aime bien dire, il faut emmener le plus rapidement les développeurs vers la production. On y reviendra, ok. Oui, mais tu comprends, sans estimation, je ne peux pas piloter. Alors ça tombe bien, parce que le co-créateur de Scrum, Jeff, a fait une étude auprès de 60 000 équipes. Ça, c'est l'étude. J'ai mis les liens dessous, vous aurez les slides en sortie, vous pourrez mettre ça après dans l'entreprise et tout. Donc lui, il dit plusieurs choses. Le co-inventeur de Scrum, il dit, bon déjà, nous, ça fait 10 ans qu'on a arrêté d'estimer les tâches. OK. Et en termes d'estimation, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de variance forte. Donc là, vous avez l'index de performance, on va dire l'indicateur de performance. Il n'y a pas une très grande différence entre ceux qui ne font pas d'estimation et ceux qui font du full Scrum. Hein. Estimer, pour moi, c'est un très bon moyen de foirer son time to market. Estimer, c'est croire qu'on va avoir du contrôle sur le réel.
et peut-être qu'il serait plus intéressant de tester le réel en continu. Un autre moyen de foirer son time to market, c'est d'ajouter ça au backlog. Donc vous êtes en échange, on vous dit « Ah, ça serait bien qu'on fasse ça un jour !» Et une autre personne répond « Bien, bonne idée, on va ajouter ça au backlog. » On ajoute ça au backlog, pour l'instant tout se passe bien. Puis à un moment donné, il y a trop d'éléments. On a tous connu ça, il y en a même certains d'entre vous que je connais personnellement qui sont amusés à supprimer des milliers de tickets du backlog sans que personne ne dise quoi que ce soit. Mais si vous avez une flèche du temps dans ce sens-là, les backlogs, c'est une fonction ON minimum, donc plus le temps passe, plus j'augmente, et puis votre capacité à faire, à moins que votre entreprise, ça soit une scale-up, elle va rester quand même suffisamment stable. Donc à un moment donné, il va y avoir trop d'éléments. Mais si on se pose 2 secondes, et là je vais en profiter un peu, bah du coup, si j'ai trop d'éléments, j'ai besoin de prioriser. Si j'ai besoin de prioriser, il faut que je précise le besoin de chaque élément pour pouvoir les prioriser. Ouais, mais attends, c'est pas suffisant. Il faut aussi maintenant que je les estime. Vous avez CF, la slide d'avant sur le fait que les estimations, il faut que je les estime. Et après, c'est pas suffisant, parce que si je les estime, c'est que les techs qui vont me dire, ouais, en gros, on pense que c'est telle taille de t-shirt ou autre façon de faire. Et donc, on va créer des algorithmes multifactoriels pour être capable de scorer les éléments. Et ça prend tellement de temps qu'on va même recruter des personnes dédiées à faire ce boulot. C'est un peu fou quand même, hein. Enfin, on choisit les éléments, et enfin, on fait. Du coup, DSI, CTO, management va dire à ce moment-là, ouais, en fait, on n'a pas assez de budget, on n'a pas assez de personnes. Ouais, mais peut-être que l'argent, il n'a pas été mis au bon endroit, là. Solution proposée, quand vous, et ça je l'ai fait, ça fait vraiment des années que je fais ça, et à chaque fois c'est la même réponse. J'ai pas eu de contre-exemple. Vous savez, un théorème, tant qu'on trouve un contre-exemple, c'est fini. Mais là, j'ai pas de contre-exemple. À chaque fois qu'on va dans n'importe quelle taille de boîte et qu'on demande, alors, la patronne, les différents directeurs et 2-3 personnes de l'équipe, on leur demande, dans ta tête à cet instant, c'est quoi ton top 3 des douleurs dans l'entreprise, ou qu'il faut résoudre vis-à-vis des clients, c'est quand même très souvent très cohérent. Et on prend le premier élément et on se dit, OK, on se focus là-dessus. Et en fait, le problème dans cette histoire, c'est que tout ça au-dessus, là, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. En fait, le problème, c'est que la chose la plus importante, c'est pas forcément la chose qui est la plus rapide à faire. Se pose alors la question de comment je le fais le plus rapidement. Et c'est là où on arrive sur la trottinette. Donc là, on a dit, maintenant on sait quoi faire. On a un peu foiré, maintenant on sait quoi faire. On a priorisé, etc. Le truc assez fun, c'est qu'on va voir un UX UI designer, s'il y a des choses à exposer à l'utilisateur final, il y a du parcours utilisateur, et on va lui dire, bon, maintenant tu vas faire tous les parcours, toutes les wireframes, toutes les maquettes, et ensuite on va lancer le développement. Ceux qui auront compris la ref. Ça peut prendre énormément de temps. Et en fait, je vais encore de m'éloigner du réel, j'augmente le risque. Si j'augmente le risque, les maquettes, c'est comme les tickets de backlog que vous avez tous écrits, détaillés, estimés. Il y en a plein qui vont être achetés, ou quand vous allez les faire, quand vous allez intégrer les maquettes, ou quand vous allez prendre les tickets de backlog, le contexte aura changé, il faudra refaire. Ça, en ligne, on appelle ça du déchet. Ouais, mais tu comprends. Donc là, on a passé la partie des maquettes. Maintenant, on arrive sur le sujet on commence à se préparer à développer. Il faut que je découpe pour voir l'avancement. On entend ça très souvent. Donc on a le CTO, lead dev, ce que vous voulez, qui suit un peu en mode cargo culte et qui dit, bon bah ok, ça en gros, ça je pense qu'on appelle ça une épique. Et donc on va la découper en user story. Et comme ça, on verra mieux notre avancement. Et donc, par exemple, l'épique, ça va être les clients finaux ont besoin de gérer leurs utilisateurs sur notre produit. Et l'US, on va avoir une US qui va être je peux lister mes utilisateurs en tant que nanana. Alors, on peut faire les en tant que, il n'y a pas de problème. Hein. Chacun, là, ah oui, on suit ça, attention. En tant que, je peux lister les utilisateurs, je peux paginer les utilisateurs, je peux les chercher, je peux ajouter des utilisateurs, etc. OK. Quand on voit ça, là, qui est présenté plein de fois, la matérialisation de ce truc-là, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les US, là, on les a mis dans un super affaire. Chaque membre de l'équipe le prend et le met en cours. Et après, on met ça en terminé. Mais terminé, c'est pas dans le monde réel. Terminé, à la limite, c'est en pré-prod, si on est gentil. Et après, on livre ça dans plusieurs semaines. Ça, c'est pas du tout l'idée initiale du Lean Software Development, en tout cas. C'est pas l'idée initiale. Et là, on est parti pour encore un tunnel. Ça augmente le time to market, on risque de créer du déchet.
Et là, en fait, le problème ici, c'est qu'on a confondu un périmètre fonctionnel à traiter avec le découper en petits morceaux mépables, en petits morceaux qu'on peut envoyer en production. Et quand on dit depuis le début en agilité qu'il faut envoyer de la valeur et qu'il faut le faire souvent, pour moi, on ne parlait pas à la semaine, aux 2 ou 3 semaines, on parlait plutôt à la journée. Et le bonus dans cette histoire, c'est que même si on a découpé, oui, on voit notre avancement. Enfin, l'avancement, c'est vers rien, en fait, parce que c'est pas encore en prod. Donc, le bonus là-dessus, c'est que malgré tout ce qui a été fait à cet instant, il y a toujours des surprises. N'est-ce pas? Ouais, mais tu comprends, on a quand même besoin de mettre en place des méthodologies au sein de nos équipes. C'est important. Alors, c'est un drame en 3 actes. Vous connaissez ces entreprises. La majorité d'entre nous utilisons leurs services. Alors, on essaye maintenant d'être un peu plus souverain européen, nanana. Tout à fait. Mais on utilise quand même 2-3 trucs ici. On considère normalement à peu près tous ici que ces entreprises-là ont une capacité de délivrer de l'innovation assez continue. Est-ce que ces entreprises font du Scrum ou du Safe? Pas du tout. Aucune de ces entreprises ne fait du Scrum ou du Safe. Ils ont une approche, quand on met le build iterate, quand on regarde dans le détail pour chacune de ces entreprises, il y a juste Shopify, je n'ai pas compris leur système, mais les autres, quand on regarde dans le détail, en fait, ils y vont de manière itérative, et comment ils font? C'est souvent avec des systèmes de feature flag ou de canaring, avec une ouverture progressive. Et quand ils parlent de ship, c'est vraiment la communication globale à l'ensemble des end-users. Mais ça, là, cette approche-là, ces conséquences techniques du feature flag canaring, ça, en fait, c'est le besoin premier, c'est comment j'atteins le réel le plus rapidement possible. On parle de maîtriser ses budgets. Maîtriser ses budgets, c'est limiter les risques. C'est atteindre le réel le plus rapidement possible. Et à votre avis, qui gère la gestion de projet là-dessus, là? On a des chefs de projet? Pas du tout. C'est des personnes, des ingénieurs au sein des équipes. Qui mieux que ceux qui ont les mains dedans peuvent prioriser? On dit souvent qu'il faut que les développeurs, vous compreniez les enjeux business. Ouais, mais est-ce qu'on leur donne l'opportunité d'échanger avec les gens du business? Bon, si vous connaissez cette fameuse phrase, je vais passer, mais on dit souvent qu'il y a des experts métiers dans les entreprises. C'est vrai. Mais avec un certain temps, un certain délai, en fait, les réels experts métiers, ça devient les ingénieurs. Puisque l'entreprise vit sur de l'informatique, la réalité des règles métiers se trouve dans l'informatique, ce n'est pas dans la tête des experts métiers. Qui a implémenté les logiciels avec les règles métiers? C'est les devs. Donc, qui sait comment ça fonctionne réellement? C'est les devs. Je pense que ça semble logique. Fun fact, si vous n'y croyez toujours pas, Skype, ils ont fait les formations Scrum à fond, etc. En phase 2, ils avaient WhatsApp. WhatsApp, ils étaient 5, je tiens à le rappeler. WhatsApp, dès le début, ils ont dit, non mais nous, on reste pragmatique. On se concentre à délivrer de la valeur le plus rapidement possible. Le Scrum, on n'en parle pas. L'Agile, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui fait sens pour nous? Comment est-ce qu'on délivre de valeur le plus rapidement possible? Je ne vous fais pas un raccourci sur qui a gagné à la fin. Parce que, je le rappelle, le réel, c'est les clients. Et une entreprise, il faut qu'elle soit rentable et viable. Tout est dit. Ok, donc là, on a quoi? On a découpé, et on s'est dit, bon, maintenant, on y va. Quels sont les moyens qu'on a de foirer son time to market avec la gestion de code source? Il y a des créatifs. Vous avez votre code source dans votre repo. Pour l'instant, là, en 2023, c'est devenu un peu standard maintenant de dire la migration de base de données, c'est dans le repo, la doc et les tests, c'est aussi dans le repo avec le code source. Ça va à peu près, ça. On le voit à peu près partout. Là où ça devient marrant, c'est la gestion des secrets. On va les mettre à côté. Dans un monde parfait, pour foirer le time to market, ça va être la responsabilité d'une autre équipe, qu'on pourra appeler DevOps, on y reviendra. Et eux, ils gèrent la staging et la prod. Et les devs, par contre, vous avez votre petit repo pour gérer les secrets dans vos environnements à vous, votre bac à sable, quoi. Pour l'infrastructure, c'est pareil. L'infrastructure as code, Terraform, on va mettre ça dans des repos à côté. C'est un truc d'adulte. Toi, dev, tu te concentres à faire ton code. Toi, tu es sur du build. Nous, on est sur du run. C'est pas le même sujet. La variante, quand même, là, c'est le bout du spectre. Si je vais un peu moins hardcore, mais ça, je l'ai vu, moins hardcore, c'est les devs, on leur permet de faire des pull requests. C'est gentil. Donc après, les devs, ils attendent. Ils attendent qu'on valide leur pull request. C'est super. Fun fact, je ne sais pas si... Ça je ne l'ai pas entendu non plus dans les différentes confs, c'est que Terraform, au tout début, donc ça, bien sûr, Terraform, ça n'a pas été fait par des ops, ça a été fait par des devs. Et Terraform, du coup, au tout début, dans la doc, disait c'est tout à fait logique que votre fichier Terraform soit en charge de l'équipe de développement et que ça soit dans le même repository, puisque c'est corrélé en termes de cycle de vie. On y reviendra. C'est plus présent dans leur doc maintenant. Ils vendent des formations.
repo pour l'application, donc les fichiers Helm si vous faites du Kubernetes, etc., parce que c'est tendance d'en faire. Et donc les développeurs, quand on leur dit qu'il faut faire un nouveau projet, ils sont un peu comme ça. Ce que j'ai vu, c'est que pour créer un nouveau service, il faut faire un ticket ou une réunion, donc un nouveau service application, il faut faire un ticket ou une réunion, et la latence observée, c'est entre 1 et 12 jours. Il y en a une en ce moment, une boîte là, ça prend environ entre 11 et 12 jours pour créer ces 3 repos, parce qu'ils ne sont pas à la charge. Donc la solution là-dessus, donc ça c'est pour péter son time to market, la solution là-dessus, c'est de dire au DSI, CTO, à tous ceux qui sont plutôt dans l'organisationnel, de se dire, ne faites pas de procédures ou de conventions si elles ne sont pas automatisées, si vous ne laissez pas en self-service à vos développeurs internes, à vos ingénieurs internes. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ce gif. Solution. Si on prend un peu de recul, pourquoi est-ce qu'on met les tests et les migrations? Ça ne nous viendrait pas l'idée de sortir les tests et les migrations du code source de l'application. C'est logique, les cycles de vie sont corrélés. Du coup, on met le code source, et si vous tirez un tout petit peu la ficelle, en fait, vous dites, si mon back, c'est une API qui est à la fois utilisée par des clients et en même temps qui est utilisée par mon front, j'ai peut-être aussi intérêt à mettre mon back et mon front en même temps. Comme ça, même pour la stratégie de test, c'est plus facile. Ça évite de faire des pipelines qui s'appellent mutuellement. On a tous fait ça. Les secrets, on est en 2023. Alors je sais, effectivement, il y avait les 12 factors des Roku. On disait, les secrets, il ne faut pas les committer. C'est logique, hein, on ne va pas mettre en plain text dedans. OK. Sauf qu'on est en 2023, des solutions ont été trouvées depuis. SOPS, qui a été fait par Mozilla, vous permet de committer vos secrets dans vos projets. Et c'est chiffré, c'est connecté à un KMS, les développeurs, quand ils veulent déchiffrer, etc. OK. Si le secret, c'est plutôt connecté avec du cube, mais ça marche aussi. Et pareil, hein, tout ça, c'est commité au sein du même cycle de vie dans mon historique. Le Terraform, bien entendu, l'application aussi, les pipelines CI/CD aussi. Ça aussi, normalement, tout le monde le fait. Ça nous semble logique de mettre son Jenkins file, son GitLab CI ou autre au sein du projet. Les migrations, documentation, tests, etc. Si on ne le fait pas, alors c'est là où ça devient marrant, on cloisonne les compétences. Du coup, tu comprends, on a des experts CI/CD. Les devs, vous faites que le dev. Hein. Puis on va prendre des experts CI/CD. On va prendre des experts de gestion de Terraform. On va prendre des experts, etc. Si je fais ça, je cloisonne les compétences. La conséquence du cloisonnement de compétences, c'est qu'en tant que dev, je ne vais pas anticiper ce qui va se passer derrière. Et c'est pareil pour les autres. Du coup, on crée des experts. Ce qui n'est pas tip-top dans une entreprise, parce que quand l'expert tombe malade, on crée besoin de synchronisation inter-équipe. Alors la synchronisation, c'est le truc à éviter, c'est les réunions. Hein. On rajoute des intermédiaires, time to market, vous connaissez l'histoire. Si on continue, donc là on a la partie SCM, maintenant on passe un peu, alors, il y a différents exemples, ne le prenez pas mal, mais il y a les infogéreurs DevOps avec une CI en x2. Ça c'est un pattern que je vois pas mal. Donc du coup, il y a l'infogéreur qui arrive et dit, pour aller dans le sens du CTO DSI, c'est pas le métier des devs d'écrire leur pipeline de CI, laissez faire les pros. On va leur simplifier la vie, on va écrire des fichiers de CI qui vont devoir étendre les devs. Les devs, après, quand on va les voir, ils disent « Ouais, mais en fait, on n'a pas accès au code source de ces fichiers-là. Du coup, on est dans un contexte d'exécution qu'on ne sait pas. » Ce à quoi répond l'infogéreur « Pas de problème, on va planifier une réunion. » Ça, c'est votre time to market là, qui est en train d'attaquer. Ça, on sait. Quand vous utilisez Kubernetes, bizarrement, ça a été architecturé d'une certaine manière qui fait qu'il y a des contraintes d'interface claires qui permettent de rendre l'autonomie à ceux qui sont au-dessus. On a du déclaratif, du YAML, dans le cas présent de Kubernetes, mais on a d'autres manières de le faire. Et on a une capacité de debug. Je peux accéder au log, moi en tant que dev, je peux connecter au log sur les pods, voir ce qui se passe. Si on ne le fait pas, comme c'est le cas ici, on explose notre time to market. Je parle bien d'infogéreurs généralistes dans cette slide, j'insiste. Il ne faut pas qu'on m'en reproche. Problème structurel des infogéreurs DevOps généralistes, c'est que vous ne serez jamais leur seul client. C'est logique, c'est leur business model. Votre priorité n'est pas leur priorité. Comme ils doivent gérer, ils sont généralistes, le problème d'être généraliste, c'est que je ne peux pas créer en self-service des briques pour tes besoins à toi. Tu as besoin d'un RabbitMQ, en fait, tu es le premier à nous demander ça, les autres, ils font que du WordPress PHP, tu te débrouilles. On va te mettre en place un Rabbit, mais on ne donnera pas les accès. Donc pour débugger, quand il y aura une interruption de service, bon courage. Si, en fait, tu vas faire un ticket pour avoir accès au log du Rabbit, ou au log de la base de données de production, du vécu encore une fois. Conséquence, l'équipe qui gère tout ça, elle est aveugle sur ce qui se passe en production. Là, le GIF est parlant. Il ne faut pas confondre ce que je suis en train de décrier ici avec les infogéreurs spécialisés, par exemple sur du Rabbit, qui vous offre ce niveau d'abstraction et vous pouvez avoir accès à vos logs en temps réel, vous pouvez rajouter des extensions, etc. PostgreSQL, Kafka, Pulsar, Keycloak. À l'inverse, ça c'est ce qu'on voit. Pas d'accès aux logs sur les serveurs,
des échanges d'emails ou de Teams ou de Slack, mais ça ne change pas le problème en fait, c'est que j'ai pas d'autonomie des équipes. Accès en read-only sur les serveurs hébergeant les bases, pas d'accès en read-only sur les serveurs hébergeant les bases de données. Par contre, on va vous exposer un petit dashboard qu'on a fait aux petits oignons, ça vous donne juste le CPU et la RAM utilisés. Bon courage pour débugger. Pas d'accès au serveur du node pool Kubernetes, ça aussi c'est du vécu. Alors, je vais oser mettre les mains dedans. On observe différents niveaux de maturité dans les équipes transverses qui gèrent la production. Pourquoi je m'attarde là-dessus, c'est que sur du time to market, on voit souvent qu'il y a des gens qui vivent encore avant 2004, c'était il y a plus de 20 ans, alors quasiment 20 ans, ou en 2004, c'est là où on réalise que la séparation build et run, c'est pas la panacée, quoi. Du coup, il y a le mouvement, qui n'est pas du tout un job, c'est le mouvement DevOps qui se lance, 2004. On est en 2023, et en 2023, on a encore cette séparation dans plein d'entreprises entre les gens qui écrivent le code source, là, puis après, on envoie ça dans un tuyau, puis on ne se soucie pas du reste. C'est plutôt les experts qui vont gérer ça. Et là, je parle de ces experts-là, dans une équipe externe, et qui est transverse. Donc, il y a plusieurs équipes de dev, et puis après, on a une équipe qui va gérer le bout du tuyau qui envoie sur la mise en marché. Cette équipe-là, ça peut être soit un infogéreur, soit ça peut être des ops transverses, etc. Je ne critique pas les ops, je critique l'organisation, qu'on soit d'accord. Hein. Bon, j'ai mis pas mal de... C'est bon. Niveau 0. Ça, je l'ai observé à peu près à 90% du temps. C'est les équipes de dev qui remontent les interruptions de service à l'équipe externe qui, elle, ne l'a pas vu. Les plus grosses boîtes d'infogéreurs françaises rentrent là-dedans. Les plus grosses boîtes. Alors, à chaque fois, ce que je dis quand j'arrive, c'est virez-les, en fait. Hein. C'était l'objectif d'un infogéreur DevOps, c'est quand même d'assurer une continuité de service. Donc, il y a eu un problème quelque part. Alors pourquoi l'équipe de dev voit ça? En fait, c'est tout à fait logique, parce que l'équipe de dev, mine de rien, elle, ça l'intéresse la mise en marché, elle, ça l'intéresse ce que vont vivre les clients finaux, les utilisateurs finaux. C'est dans son intérêt. C'est pour ça que c'est elle qui le voit. Alors l'extrême, c'est des bases de données qui tombent. L'infogéreur ne vient pas vers l'équipe de dev pour dire en fait on a vu que ça tombait, on est dessus. C'est l'équipe de dev qui remonte à l'infogéreur. L'infogéreur qui fait ah oui, on regarde. Niveau un peu plus de maturité, donc on est obligé de faire des tickets pour accéder au log d'une base de données, et les seules métriques qu'on a, c'est CPU et RAM. Bon là, faut oublier. On est en 2023, on commence à parler depuis plusieurs années d'observabilité. Bon, pas besoin d'aller plus loin. Ou alors on fait un ticket pour des évolutions d'infrastructure. Parce que j'aime bien dire, c'est s'il y a besoin de faire un ticket pour créer une base de données, il ne faut pas choisir ce partenaire. Mais tu comprends, comme ça, ils vont pouvoir faire de l'infogérance. Ils vont pouvoir voir ce qu'on est en train de mettre en place. Oui, du coup, pourquoi ils ne sont pas directement dans l'équipe, en fait? Attends, mais ça, c'est le mouvement DevOps. Mais, okay. Et du coup, l'équipe externe, à chaque demande, elle est un peu comme ça, parce qu'elle a plein de gens qui viennent la voir avec toujours des problèmes, quoi. Le niveau 3, c'est les équipes qui sont en self-service. Il y a une automatisation des validations, et incroyable, les outils existent déjà. Terraform Validator, TFSec, Atlantis, Infracost, DriftCTL, tout ça, ça existe. C'est très utilisé de l'autre côté de l'Atlantique, mais chez nous, en France, c'est un peu compliqué. Et du coup, ils laissent les développeurs faire leur boulot. On a mis les contraintes et on les a automatisées, comme ça on ne bride pas le time to market. Et après, a posteriori, on fait des retours et on monte en compétence les développeurs. Typiquement, c'est comme ça que ça marche chez AWS. On a des équipes de dev, il y a des experts Ops, Sécu, Archi, et les devs vont voir les équipes Ops, Sécu, Archi pour monter en compétence. QA, j'ai oublié. Et ça marche comme ça. C'est assez logique, en fait. Oui, mais tu comprends, le déploiement, c'est pour les adultes. Donc, cas il y a 2 semaines, une équipe lance 3 déploiements, elle n'a pas le contrôle sur la suite du pipeline, elle voit que ça n'arrive pas en production. Du coup, les infogéreurs, ce qu'ils vont faire, quand je dis infogéreur, là, du coup, c'est même avec l'équipe qui gère la fin du pipeline externe. Ils vont mettre en place un Jenkins. Enfin, maintenant, ça va être un Argo CD, parce que tu comprends, tout le monde fait ça, donc nous, on va le faire aussi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, l'équipe voit que ça ne marche pas. Contacte l'équipe distante, et l'équipe dit « Ah oui, pardon, ça a planté. C'était juste votre job de maintenir ce truc-là. Ça a planté. » Alternative que j'ai vu aussi, l'équipe qui gère la fin du pipeline donne un accès en read-only au Argo CD ou au Jenkins. Alors là, c'est cool, parce que du coup, en tant qu'équipe de dev, on voit ce qui s'est produit, mais on ne peut rien faire. Ah, c'est trop bien. Donc, ils sont un peu comme ça, les devs.
Cloisonnement des compétences, pas de montée en compétences des devs sur comment on déploie une application. C'est dommage, on devrait apprendre ça à l'école. Infantilisation des développeurs. On ne comprend pas, les devs, ils ne sont pas motivés. Bah oui. Goulet d'étranglement de l'infogéreur structurel, c'est logique, parce que plus après il y a d'équipes qui vont essayer d'envoyer, plus ça va faire mal. Les équipes de QA transverse. La direction dit, je vois que j'ai 30 à 70% de ce qu'on livre, il y a des régressions. Ils lisent 01 net. Ça a été gratuit celle-là. Ils disent, on va embaucher un QA. Il y en a 2 ici. Ça marche sur un certain temps, cette approche-là. Donc le QA, il y a plusieurs approches. Là, je vais parler de l'approche qui ne fonctionne pas. C'est que le QA, du coup, il se met en sortie du tuyau, et puis il fait de la non-règle manuelle, voire même c'est un QA automaticien, et il commence à automatiser un peu. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, d'un point de vue externe, on a moins de régression. Donc là, on se dit, super, ça marche notre approche. Du coup, les devs, en face, le marché est déjà content. Du coup, on peut augmenter le nombre d'équipes de devs, parce que le marché est content, on fait rentrer de l'argent, on peut croître un peu plus. Mais du coup, après, notre équipe QA, enfin notre QA, devient un goulot d'étranglement. Du coup, on se dit, je vais embaucher un deuxième QA. Alors ça, c'est le début d'un cercle vicieux incroyable, que j'appelle du coup les équipes QA transverses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les QA, ils montent en compétence sur le métier, ils développent une stratégie de test, mais ce qu'on appelle le shift left, qu'on retrouve ici aussi, n'existe pas. En fait, ils ne montent pas en compétence les développeurs. Du coup, les devs, pour la stratégie de test, ils ont vaguement entendu parler. L'automatisation des tests, et je l'ai vu, ils ont juste appris, ils ont eu 20 heures de cours à l'école pour apprendre les tests unitaires, et ça s'était à peu près arrêté là. Ils connaissent les triple A, la règle des triple A, et ça s'arrête là, majoritairement, quand vous regardez les écoles françaises. Je vais y revenir. Du coup, infantisation, goulet d'étranglement des experts, il faut que j'augmente, alourdissement de l'organisation, augmentation du time to market. On fait la même chose avec les DevOps. Alors vous remplacez QA par DevOps, puis après vous faites ça avec la Sécu, c'est pareil. Les devs ne savent pas faire d'Ops, donc on a recruté un DevOps transverse. Cloisonnement des connaissances, création d'experts, pas de montant en compétences des devs sur l'Ops, infantilisation. Et ça, en fait, en vrai, ok, tu as un time to market qui est pourri, très bien. Ça, c'est le bureau des DevOps transverses, quand les devs arrivent avec leurs demandes. Et moi, la question que j'aime bien poser pour voir si ça marche ou pas ce modèle-là, c'est de dire, ok, mais quand tu as des problèmes de prod, est-ce que c'est ton équipe DevOps transverse, interne ou externe, peu importe, qui gère les problèmes ou pas? Alors je pose la question, mais elle est rhétorique en fait, parce qu'on connaît déjà la réponse. Non, en fait, les DevOps, ils demandent aux devs d'intervenir, majoritairement. C'est assez logique, parce que ceux qui maintiennent, qui connaissent, qui sont devenus des experts métiers, etc., qui savent comment leur application communique avec quoi, pour peu qu'on leur ait laissé accès à ça, c'est eux qui vont être capables de débugger. Parallèle, qui détecte qu'un GitLab runner en self-hosted est down ou qu'une base de données est tombée? C'est les devs. Il n'y a pas une seule boîte où j'ai pas vu ça. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le GitLab runner, il faut peut-être qu'il soit à charge des devs, ou alors on prend un spécialiste d'hébergement de GitLab runner. Il y a Cloud Runner qui fait ça. La muraille DevOps. C'est un pattern qui consiste à dire qu'on va invisibiliser les actions Ops sur la fin du cycle et que les devs ne vont pas y avoir accès. Donc vous connaissez tous ça, vous l'avez tous vécu. Il y a un changement qui est fait sur une brique d'infrastructure dont l'équipe savait ou pas l'existence, genre un Kamaï, Cloudflare, un système d'antibot qu'on vient d'ajouter. On s'est dit qu'il n'y aurait pas d'impact. Et puis ça c'est les Ops, mais sans trop le savoir. Et les devs après du coup ils subissent. En fait, le problème, c'est pas qu'on ait des experts qui peuvent mettre en place ces briques-là, j'insiste. Je ne tape pas sur les Ops là ou les QA, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment j'évite ce qui est mis dessous, c'est-à-dire les devs, ils doivent monter en compétence de comment ça gère un load balancer, comment ça fonctionne, comment ça marche le TLS, comment ça marche le WAF, le DNS. Sinon, création d'experts, pas de montée en compétences, infantilisation, goulet d'étranglement, time to market qui augmente. Exemple de cette semaine. Dans une entreprise, nous avons besoin d'ajouter un second endpoint sur le même service cube. Normalement, toi, ce que tu fais, c'est que tu modifies ton ingress et puis tu commits. Réponse de l'équipe. En fait, pour avoir 2 endpoints sur le même service, ça va nous demander du temps de conception et de développement avant d'être disponible en production. Il faut compter entre 2 semaines et 1 mois. Ça, c'est un exemple. Il faut prendre ça comme un pattern. Le souci, c'est quoi? C'est que les devs, ils n'ont pas de visibilité sur la suite du tuyau et tout ce qui est entre la résolution du DNS et les requêtes chez eux.
Et de l'autre côté, ils n'ont pas de visibilité sur les besoins des devs. La solution à Silicon Valley, on va le voir tout après, elle a été trouvée depuis des années à ce problème-là. C'est que ça doit être tout ça, ça doit être en charge de l'équipe. Après, on peut faire certains cloisonnements, on peut avoir des experts, etc. Du coup, on a le problème de la poule et l'œuf, en fait. Les devs ne peuvent pas monter en compétences, etc. etc. Oui. Du coup, il y a un peu la notion de bon DevOps et mauvais DevOps. Les bons DevOps, ça c'est le temps qui reste ici? Ah d'accord. Les bons DevOps, ils sont, c'est ce que vous allez retrouver dans des organisations, et il y en a dans la région, on les a vus, où en fait on a du déclaratif, on a une séparation claire des responsabilités, et ils se concentrent là-dessus. C'est ce qu'on appelle les platform teams. Ce que va parler Martin Fowler parle de platform team. Bon, c'est clairement ça. Mais on a un cloisonnement, il y a du découplage, il y a du déclaratif au-dessus, les devs gèrent du déclaratif. Ok, ça marche, c'est documenté, ce qu'on leur expose. Ils ont de l'outillage. Les mauvais DevOps, c'est je prends et tu vas me faire des tickets ou tu vas me demander ou une réunion pour que ça se mette en place. L'idée de ce talk, c'est de sortir de ce modèle-là. Oui, mais des devs, ils ne peuvent pas faire tout ça. Alors, comment ça a commencé avant les années 2000 ? On avait soit des autodidactes, soit des formations ingénieurs, analystes, développeurs. Donc eux, ils échangeaient avec le business, ils comprenaient les enjeux, ils identifiaient les prochaines douleurs, les douleurs les plus importantes à résoudre. Ah, c'est bizarre, on a vu ça au tout début. Ils trouvaient le chemin le plus court pour le résoudre parce qu'ils avaient un rapport émotionnel avec le client final. Et ils se disaient, mais comment je fais pour résoudre le plus rapidement possible ? Rapport émotionnel qui disparaît dès que vous mettez des intermédiaires. Ils trouvaient le chemin le plus court, ils modélisaient, ils architecturaient, ils testaient, ils documentaient, parce que de toute façon, ils savaient que ça leur retombait dessus sinon, et ils mettaient en marché. Comment ça se passe actuellement ? En fait, si vous regardez, alors je vais juste me concentrer sur les écoles françaises qui forment nos futures générations de développeurs. Leur KPI première, c'est on a 100% de taux de placement, parce que c'est comme ça qu'on gère l'acquisition des nouveaux étudiants. Les parents veulent que leur enfant soit placé en sortie à 100%, ils veulent être tranquilles, puis même c'est rassurant pour un étudiant. Ça, c'est leur KPI première. Alors, je veux bien qu'on démontre l'inverse, mais pour l'instant, moi, c'est ce que je vois. La stratégie, c'est des partenariats avec les grosses sociétés de services ESN de la région. Je le sais, ça fait 10 ans que je vais dans les remises de diplômes des écoles d'ingé. 70%, et je peux vous partager les tableaux s'il le faut, 70% du temps, ils vont dans les grandes sociétés de services. C'est top pour la société de service, on pourra en reparler. Type de profil en sortie, Dev Back Java Spring Boot, Dev Back PHP, Symfony, Dev Front Angular, Dev Front React. Maintenant, on fait un peu de DevOps depuis 2-3 ans, tu comprends. Et le petit dernier, ingénieur cybersécu. Pour ceux qui sont allés à la conférence là, sur Pokémon, Pokémon Bleu, ça a été développé par 5 ingénieurs. Sur 2 mégas de données. Bon, ça c'est un autre sujet. Là, j'ai un problème avec ça en fait. Ce cloisonnement-là, alors c'est super parce qu'on peut placer, plutôt que de placer un dev full stack, je t'en place 2. Ça c'est super d'un point de vue ROI. Okay. Mais le souci, c'est que si je suis un dev back, mais que je ne sais pas déployer mon propre code, c'est comme si j'étais un écrivain et que je publiais jamais mes romans. Si je suis un dev front et que je ne sais pas comment ça marche, la résolution DNS, etc., les CDN, bon, c'est la même chose. Si je suis un DevOps, c'est un peu comme si j'étais un grand chef, mais que ce n'est pas moi qui prépare les aliments. Alors DevOps au sens global du terme. Non, en fait, ça ne devrait pas être comme ça. Oui, mais des devs, tu vois, ils ne peuvent pas faire tout ça. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Quand on regarde Kubernetes en open source, je suis désolé, ceux qui maintiennent Kubernetes, c'est des devs. Ils font du réseau, ils font des tests, ils documentent. SOPS, pareil, la sécurité. Docker, pareil. Terraform, pareil. Il faut regarder Google Cloud, pareil. Le kernel Linux, c'est des devs. Pourquoi on est en 2023, 23 ans après un peu cette explosion de l'informatique, ok, 30 ans pour les plus vieux, mais... Et pourquoi est-ce qu'on continue constamment à séparer dev, archi, ops, QA, sec? Alors, fun fact, vous avez sans doute, vous voyez où je veux en venir, il y a dev, après il y a DevOps, après il y a DevSecOps, après il y aura DevSecQAOps, etc., etc. Ça, on a le droit d'avoir des experts dans chacun de ces éléments. Mon problème, c'est que tout ça, c'est un unique métier où chaque angle est une compétence qu'il faut acquérir via soit des experts mentors, soit en autodidacte. Les experts, il n'y a pas de problème, mais ça doit être des jobs d'experts. Beaucoup d'entreprises utilisent AWS parce que ça fonctionne.
AWS, en interne, comment ça marche? Il y a des experts, puis après, j'ai les équipes qui maintiennent le produit de A à Z. Si je fais que du dev ou je fais que de l'archi ou de l'ops, je n'ai pas la vision d'ensemble. Si je n'ai pas la vision d'ensemble, je ne peux pas faire des optimisations que je ferai autrement. Ah, il faut que je m'emmène là. Oui, mais des devs ne peuvent pas faire tout ça. Alors, je n'ai pas eu le temps de simplifier cette slide, je suis désolé. Donc je vais la faire très vite. Comment ça marche dans la Silicon Valley? Ceux qu'on prend en exemple, parce que c'est eux qui ont lancé toute une approche de productivisation, etc. etc. Ok, comment ça marche? Les développeurs dans les entreprises traditionnelles, ils doivent terminer le travail qu'on leur a assigné. Les développeurs dans des entreprises similaires à la Silicon Valley, ils doivent résoudre des problèmes du business. Les développeurs qui sont en mode ouvrier d'usine, il fait ce qu'on lui dit. À l'inverse, oui, pardon, et en mode, bon, voilà, je passe, c'est pas grave. Les employés dans les entreprises similaires à la Silicon Valley, ils ont accès en temps réel aux données et au code de l'entreprise. Ils ont accès en temps réel aux données et au code de l'entreprise. Qui a accès aux données de prod de son entreprise? C'est pas la majorité. Hein. Les ingénieurs sont encouragés à interagir avec des non-ingénieurs, alors que les entreprises traditionnelles rendent cela impossible. Tu es un dev, tu codes. Ou une dev, tu codes. Les entreprises traditionnelles favorisent une communication hiérarchique et donc des prises de décision plus lentes, alors que les entreprises axées sur la technologie privilégient la communication entre ingénieurs. J'avance parce qu'il reste 0 minute. Les entreprises qui se soucient de résolution rapide des problèmes mettent en place des équipes plateformes. Donc dès qu'on atteint une certaine taille, moyenne grande entreprise, service public, on met une équipe plateforme, mais avec un découpage clair. Ah oui, bien sûr, après, du coup, comme vous avez moins de développeurs parce que vous avez monté en compétences, parce que un des jobs d'un manager, une des missions d'un manager, c'est de développer l'employabilité de ceux qu'il manage. Ça veut donc dire les monter en compétences, et pas juste prendre des gens sur étagère et dire, toi, tu vas faire cette partie du tuyau. Conclusion. Années 90, des ingénieurs majoritairement. Aujourd'hui en France, majorité des boîtes, c'est ça, à 2-3 trucs par... voilà. Dans la Silicon Valley, on est toujours sur ce modèle-là. Et on a des experts autour. Voilà les cercles de l'enfer identifiés. Au début, ça commence par un dev, et puis à la fin, on a toutes ces étapes intermédiaires sur chaque prise de décision, et on se demande pourquoi en France, on n'arrive pas à faire des logiciels aussi bien qu'outre-Atlantique. On augmente les intermédiaires sur chaque itération, perte de connaissances, infantilisation, besoin de resynchronisation, les réunions interminables en 2, 3, 4, 5 fois, aller-retour dans l'étape précédente, délai pour atteindre le réel, donc si on a du délai, on augmente les risques, on augmente les coûts, ça pose un problème. Merci.